Bonjour les cinquièmes, nous voici pour la seconde séquence sur les centrales électriques. La dernière fois, à l'épisode précédent, on avait parlé des principales centrales, les centrales thermiques surtout, et puis les centrales nucléaires en France. Et on avait commencé à s'intéresser aussi aux centrales qui utilisent des énergies renouvelables, c'est-à-dire des sources d'énergie que la nature recrée spontanément et qui ne s'épuiseront jamais. On avait commencé par les barrages, on avait vu deux barrages notables. Là, on va s'intéresser aujourd'hui aux éoliennes. D'ailleurs, c'est difficile de parler d'une éolienne comme étant une centrale. Elles sont souvent plusieurs et regroupées. On parle plutôt de fermes d'éoliennes ou de fermes éoliennes tout court. Alors, on les place évidemment où il y a du vent, au sommet de petites collines ou dans des couloirs. Ici, vous avez un schéma qui montre l'intérieur de la nacelle d'une éolienne. Tout le monde a déjà vu les grandes ailes, les grandes pales de l'éolienne, mais à l'intérieur, on ne sait pas toujours ce qu'il y a. Notamment, il y a un frein. Il faut savoir que les éoliennes, il ne faut pas les laisser aller trop vite, sinon ça risque de les endommager. D'ailleurs, quand il y a beaucoup trop de vent, on les arrête tout court pour éviter qu'elles se cassent. Il y a aussi un système motorisé qui permet à la nacelle de s'orienter en fonction d'où vient le vent. Et puis surtout, il y a ça, l'alternateur. Cet alternateur qu'on retrouve, je vous le rappelle, dans les centrales thermiques, dans les centrales nucléaires, dans les barrages. Il y a aussi un alternateur dans chacune des éoliennes, dans leur nacelle. Il y a des alternateurs d'ailleurs dans quasiment toutes les centrales qu'on a vues jusque-là. Alors je dis quasiment parce que je vais vous donner un contre-exemple. Ce sont les panneaux photovoltaïques. Il n'y a pas d'alternateur dans les panneaux photovoltaïques parce que tout simplement le système est complètement différent. Les panneaux photovoltaïques, c'est pur, il n'y a pas de pièces mécaniques à proprement parler qui bougent. C'est un procédé purement électronique. Le soleil crée de l'électricité grâce aux cristaux de silicium qui est à l'intérieur. On ne peut pas brancher un panneau photovoltaïque directement sur le secteur, il faut passer par ce qu'on appelle un onduleur. On verra ça l'année prochaine, et en troisième, pourquoi il faut un onduleur. Mais grâce à cet onduleur, après, on peut soit directement se brancher sur le panneau photovoltaïque, soit se mettre sur le réseau, et grâce à un compteur, gagner de l'argent. Pourquoi je parle des panneaux photovoltaïques? Parce qu'il se trouve qu'à Senonches, on est juste à côté d'une des centrales photovoltaïques les plus grandes de France, qui est installée sur l'ancienne base militaire de Crucey-Village, et c'est près de Dampierre. On va aller voir, grâce à Google Maps, à quoi ça ressemble, cette centrale photovoltaïque. Alors, dans Google, on tape Senonches, Google Maps, et on va aller voir. On va aller voir, Google Maps. On va se mettre, on va enlever l'aide ici, on va mettre la vision satellite, on va prendre un petit peu de hauteur histoire de s'y retrouver. Senonches, c'est ici. Et si je prends encore un petit peu de hauteur, on va essayer de trouver cette centrale photovoltaïque. Et on trouve cette espèce d'ensemble là, un petit peu bizarroïde. C'est l'ancienne base aérienne de Crucey-Village. L'OTAN, c'est l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, c'est une sorte de club de pays qui se sont jurés de céder en cas d'agression extérieure. C'est-à-dire que si un pays déclarait la guerre à la France, l'OTAN viendrait, et dans l'OTAN, il y a notamment les États-Unis. Donc c'est une sorte d'assurance vie assez énorme. Donc, juste après-guerre, après la Deuxième Guerre mondiale, on a construit ces bases-là qui étaient là pour recevoir énormément d'avions de chasse ou de bombardiers et qui venaient ici pour se ravitailler. On voit d'ailleurs les pods de ravitaillement, donc ces pods qui sont quand même assez grands. Si on regarde l'échelle qu'il y a ici en bas à droite, là, ça fait 50 mètres, c'est-à-dire qu'ici, là, on a des cercles qui font à peu près 30 mètres. Les avions venaient se mettre tout autour. Et ensuite, des camions venaient ravitailler en kérosène ou en armes. Et ensuite, les avions de chasse pouvaient retrouver la piste de décollage ou d'atterrissage, si vous voulez, pour retourner au combat. Cette piste est toujours utilisée par l'armée de l'air pour faire des exercices. C'est pour ça qu'il n'y a pas de panneaux photovoltaïques sur cette partie-là. Les panneaux photovoltaïques sont sur la partie sud. Alors si on zoome
sur les panneaux, on les voit là, qui sont rangés, parallèles, tous orientés vers le sud. Et on voit, on devine bien là, tous ces panneaux photovoltaïques là, qui sont là en très grande quantité. Il y a plus de 200 hectares de panneaux qui ont été posés là, et ça permet d'alimenter une ville comme Dreux, ce qui est déjà pas mal. Voilà. Ici, j'ai fait une petite capture d'écran. Là, ce trait là fait 1 km de long, donc ça vous donne la taille de la piste d'atterrissage, qui n'est pas ridicule. Et puis la situation, vous reconnaissez la Dampierre-sur-Blévy, et l'espèce de grand lac là qu'il y a ici. Hop. Alors l'intérêt des éoliennes et du photovoltaïque, ou les inconvénients, c'est à peu près les mêmes choses. C'est-à-dire que l'intérêt, c'est que l'énergie solaire ou éolienne est illimitée. Évidemment, le soleil, lui, il n'est pas prêt de s'éteindre. Et d'ailleurs, le soleil, c'est lui qui génère le vent. En chauffant des masses d'air à gauche et à droite, l'air se rééquilibre et ça fait le vent. Ensuite, les éoliennes, comme les panneaux photovoltaïques, c'est facile à produire et c'est facile à installer. Pour les panneaux photovoltaïques, ça se voit tout de suite, hein. Il suffit de faire des structures inclinées à 30 degrés et on pose les panneaux dessus. Pour les éoliennes, c'est peut-être un petit peu plus difficile de se rendre compte que c'est facile, parce que quand on voit passer un convoi avec un poteau d'éolienne, on se dit « Oh là là, ça a l'air compliqué », mais malgré tout, c'est nettement plus rapide à poser que de construire une centrale. Mais il y a toujours un défaut. Les défauts, c'est que le rendement des panneaux photovoltaïques chute avec le temps, année après année. Ils sont de moins en moins rentables. Il faut les changer à peu près tous les 15-20 ans. Et puis pour les éoliennes, ça gâche un peu le paysage, hein. Il y a certains riverains, ils n'ont pas envie d'avoir une éolienne à côté de chez eux. Dans les deux cas, en tout cas, le gros défaut, c'est que c'est une source d'énergie intermittente. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de vent ou s'il n'y a pas de soleil, ces ensembles-là ne produisent pas ou peu. Il existe d'autres types de centrales qui, elles, sont plutôt, comment dire, un petit peu extraordinaires, quoi, notamment les centrales qui utilisent la marée, les centrales marémotrices. Alors, en France, on en a un exemple, hein, c'est celui qui est installé sur la Rance. Vous pouvez aller voir, il suffit d'aller vers Saint-Malo, la fameuse cité corsaire. Et Saint-Malo est situé au bord de l'estuaire de la Rance. Et ici, on voit tout de suite le barrage et usine marémotrice de EDF. On voit que c'est assez grand, hein, 50 mètres, hein, c'est-à-dire que là, il y a à peu près 500 mètres. Les voitures peuvent passer dessus, ça fait comme un pont. Ici, il y a un passage pour les bateaux avec des écluses. Et vous avez ici l'ensemble avec les turbines et aussi les alternateurs. Qu'est-ce que j'ai mis aussi? J'ai mis les hydroliennes. Alors ça, c'est en cours de développement, hein. On est en train de les tester. Alors les hydroliennes, comme leur nom l'indique, hein, ce sont des éoliennes, mais qui seront sous-marines. Là, ici, on voit notamment une éolienne, certainement, qui est en test pour EDF. C'est assez grand, hein, si vous voyez ici les personnes qui sont à côté. C'est normal, hein, c'est fait pour que ça tourne avec les courants marins. Donc ça sera placé au fond des océans et les courants marins vont passer dedans et ça va tourner un petit peu et ça produira un petit peu d'électricité. Et on peut tapisser les fonds marins avec ça. Dans les deux cas, hydrolienne et l'installation de la Rance, il y a aussi des alternateurs. Donc on va se poser la question quand même, ces alternateurs qu'on retrouve quasiment partout, comment c'est fait? Et comment on a pu arriver à fabriquer ça? Alors pour répondre à cette question, on va remonter un peu le temps jusqu'en 1820 et regarder l'expérience de M. Ørsted. Vous allez me dire, elle est bizarre cette lettre, là, ce O barré. Donc Monsieur Ørsted, Hans Christian Ørsted de son prénom, était danois. Donc au Danemark, en Finlande, en Norvège, en Suède, on utilise un alphabet qui est comme le nôtre, mais il y a des lettres supplémentaires qu'on n'a pas, dont ce O barré qui se dit E. C'est pour ça que des fois, vous verrez dans certains livres français, Ørsted écrit comme ça, avec un E dans l'eau, comme dans œuf ou dans œil. Normalement, c'est une expérience que je fais en classe, que je vous montre. Et là, je ne peux pas le faire. Peut-être que je vous en montrerai un petit peu quand on se reverra au collège. Maintenant, on peut voir cette expérience en cliquant sur cette adresse. On va aller voir
ce que ça donne, et voilà. Donc vous regarderez cette expérience chez vous, vous pouvez mettre ma vidéo en pause et regarder cette expérience, voir ce qui est dit. Le monsieur, il explique certaines choses. Donc le monsieur, il a créé une sorte de boussole. La boussole s'aligne sur l'axe entre le nord et le sud. Et au-dessus de cette boussole, il place un fil. Et dans ce fil, il va faire passer un courant électrique. Là, ici, la boucle électrique va se mettre en marche. Et là, on voit que la boussole est déviée. Ça, c'est l'expérience d'Ørsted. Je vous encourage à aller voir toute la vidéo. Pour aller plus vite, je vais aller directement aux conclusions. Alors, une boussole est une aiguille aimantée, une sorte de petit aimant assez léger, qui est capable de pivoter sur son axe. Quand elle est laissée libre, elle s'aligne sur l'axe nord-sud de notre planète. Là, je fais une petite parenthèse pour vous rappeler ou peut-être vous apprendre qu'il y a deux types de pôles sur notre planète. Il y a le pôle géographique et les pôles magnétiques. Les pôles géographiques, c'est l'intersection de tous les méridiens. Les méridiens, hein, c'est ces lignes-là qu'on appelle pas les parallèles, d'ailleurs, je me trompe, les parallèles, c'est ceux qui sont parallèles à l'équateur. Donc je vais l'enlever. Donc les méridiens se recoupent tous au pôle nord géographique. Ça correspond, le pôle nord géographique, à l'axe de rotation de la Terre. Ça ne bouge jamais. Le pôle nord magnétique, à l'intérieur de la Terre, il y a des grands mouvements de magma qui créent un champ magnétique terrestre. Et ce pôle nord, là, ces grands mouvements de magma ne sont pas stables, et donc le pôle nord, il bouge. D'ailleurs, si on zoome sur cette zone-là, là, où est le pôle nord magnétique, c'est-à-dire un petit peu au nord du Canada, entre le pôle nord géographique et le Canada, on arrive sur cette petite image-là. Et notamment, on voit les positions à travers l'histoire du pôle magnétique. Donc 1600, 1700, 1800, tout ce qui est en bleu, là, c'est des modèles qui ont été faits à partir de ce qu'on a pu trouver dans les bibliothèques. À partir de 1831, tout ce qui est rouge, ce sont les endroits où était le pôle nord magnétique, comment il a été mesuré. C'est simple, hein, pour savoir où est le pôle nord magnétique, c'est indiqué par les boussoles. Donc si ici on voit que la boussole indique par là, alors que là c'était par là, en 1962, ça voulait dire que le pôle nord était ici. On voit tout de suite que le pôle nord il bouge, et surtout, c'est que depuis quelques décennies, il accélère. Alors on ne sait pas pourquoi, les scientifiques s'intéressent beaucoup à ça. Mais donc, il y a deux types de pôles, les pôles nord magnétiques et les pôles nord géographiques. Les pôles nord géographiques ne bougent pas, ils restent inamovibles. Les pôles nord magnétiques, eux, ils bougent, et même dans l'histoire de notre planète, ces pôles se sont inversés plusieurs fois dans l'histoire. Alors, ce que montre l'expérience d'Ørsted, ça montre qu'un fil parcouru par un courant fait dévier un aimant, une aiguille aimantée ou une boussole. Ici, vous avez une petite gravure d'époque qui montre ça. Là, vous avez le plus de la pile qui est par là. On passe l'électricité dans un fil au-dessus de la boussole et on voit la boussole qui bouge. C'est ce qui se passe dans la petite vidéo qui est ici. Là, ici, j'ai mis une boussole de marine hein, qu'il y avait sur les anciens bateaux pour se repérer. On appelle ça aussi un compas. C'est souvent des boussoles extrêmement précises. Pourquoi je vous montre ça? C'est parce que là, ici, vous avez une image qui montre l'expérience d'Ørsted. Donc à l'époque, Ørsted utilisait une boussole, un compas, une boussole de marine. On voit que la boussole n'indique pas, si je zoome bien, la boussole n'indique plus le nord. Elle a été déviée par rapport à l'axe nord-sud, parce qu'on fait passer un fil, et ce fil est traversé par de l'électricité. Ce n'est pas une pile de 4,5 volts que utilisait M. Ørsted, mais un ensemble de petits bacs qui contenait de l'eau salée, du cuivre et du zinc. Ça vous dit quelque chose hein? Il avait fait une sorte de très grande pile de Volta, un petit peu à sa manière. L'expérience d'Ørsted apporte des choses nouvelles, c'est-à-dire que pour la première fois dans l'histoire, en 1820, on se rend compte que deux domaines qui étaient complètement différents, l'étude du magnétisme d'un côté avec les aimants, les boussoles, et l'étude de l'électricité de l'autre, hein, l'électricité statique, et puis ensuite la nouvelle électricité apportée grâce à la pile de Volta, et bien en fait on voit que c'est lié, c'est-à-dire que l'électricité influe le magnétisme et vice-versa.
c'est la naissance d'une nouvelle discipline scientifique qu'on va appeler l'électromagnétisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'un courant électrique peut faire bouger un aimant. Ça, techniquement, c'est le principe du moteur électrique. Mais c'est pas montré dans l'expérience, mais il y a une autre expérience qui montrera qu'un aimant qui bouge peut faire circuler l'électricité, par exemple. Ça, c'est sur ce principe-là que sont fabriquées les génératrices électriques, comme les dynamos et les alternateurs. Au final, alternateur, dynamo et moteur électrique, ils sont cousins. C'est-à-dire que dans un cas, pour les moteurs, c'est l'électricité qui fait tourner le moteur. Dans l'autre cas, c'est en faisant tourner l'alternateur et le dynamo que ça fait bouger l'électricité. Pour finir, je vous propose d'aller voir cette petite vidéo qui explique comment c'est fait un moteur électrique. Peut-être que vous ne savez pas comment c'est fait, vous allez voir comment est fabriqué un moteur électrique industriel de grande taille. On peut commencer à la voir, c'est l'émission, vous savez, c'est l'émission canadienne, je vous avais montré ça pour voir comment c'est fait, comment c'était fait la laine d'acier. Aujourd'hui, à comment c'est fait. Dans un moteur électrique, le courant parcourt des boucles, créant ainsi un champ magnétique. Il y a une série de boucles stationnaires et une série de boucles mobiles, celle du rotor. Leur champ magnétique s'attire et se repousse, ce qui fait tourner le rotor et entraîne le mouvement. Est puissant, plus le stator est gros. Stator est parsemé d'encoches et chacune d'elles contient une bobine de cuivre. Plus le moteur est... Alors, ce qui n'est pas dit dans la vidéo, que vous regarderez tout seul, c'est ça là, le rotor à l'intérieur, il y a un aimant. Donc le stator qui va accueillir des boucles électriques, quand l'électricité va tourner, ça va faire tourner le stator qui est un aimant. Les alternateurs, c'est le sens inverse, c'est-à-dire au lieu que ce soit l'électricité qui fasse tourner le rotor, c'est le rotor qui va faire tourner l'électricité. C'est pour ça que je dis qu'ils sont cousins. Voilà, c'est fini pour cette session. Donc, que faire? Moi, ce que je vous propose, encore une fois, c'est d'imprimer, c'est plus simple, ou juste de recopier ce qui est écrit. Les images, je les ai mises histoire que vous voyez que ça fasse une sorte de support visuel pour votre mémoire visuelle. Pour économiser du papier et de l'encre, vous pouvez imprimer une page en mettant, je ne sais pas si vous avez cette fonctionnalité, en mettant l'option 2 feuilles par page. Il suffit de mettre sur imprimer. Alors je ne sais pas comment ça va s'afficher chez vous, ça dépend de chaque impression, mais par exemple, quand on fait dans la mise en page, on peut choisir le nombre de pages par feuille. Et comme ça permet de mettre ça permet de mettre deux pages sur une feuille, ça fait de l'économie de papier et d'encre. Et vous auriez ça. Voilà. Vous pouvez faire ça, moi je ne vais pas le faire. Et puis vous collez ça côté court. Pour la prochaine fois, encore une fois, relire ce qu'on a vu ensemble pendant cette période de confinement due au coronavirus. Essayez de vous auto-évaluer façon je me souviens. Et puis, je vous souhaite bon courage, travaillez bien, soyez sages. À bientôt, le plus rapidement possible, j'espère. Au revoir.